crois qu'en 2023, j'étais le seul skipper étudiant. Mais je trouvais ça particulièrement difficile d'avoir froid là en Irlande, alors qu'on était au mois d'août. Le projet va jusqu'à la route du Rhum 2026. J'ai passé mon mois de décembre, janvier, février sur la préparation de ce bateau neuf. Maintenant, je pense qu'il va être très beau. On a des profils assez différents. Moi, je suis en école de commerce, lui, il a fait une école d'architecte naval. La voile, je pense que c'est l'un des seuls sports où terminer la course, c'est un défi. Un côté, le côté environnemental et le troisième côté, le côté social. Moi, j'ai toujours voulu faire les Jeux Olympiques et aussi porte-flammes. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, dans cet épisode, je reçois Timothée Paulet, un jeune skipper havrais. Alors vous allez voir, c'est une interview un peu particulière car ça a été enregistré directement sur son bateau. Alors on n'était pas en mer, on était à quai, mais c'est quand même une expérience originale et je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de podcasts d'ailleurs qui ont été enregistrés dans ces conditions-là. Donc c'était une première pour moi. Je remercie Timothée de m'avoir invité sur son bateau et je vous laisse avec l'épisode découvrir un petit peu comment Timothée est arrivé dans la voile, ses projets pour la suite, ses projets aussi en cours. Donc n'hésitez pas à suivre le podcast, à suivre Timothée et je vous le rappelle, mais sur Spotify, Deezer, Apple Podcast, vous pouvez noter le podcast. Donc n'hésitez pas à faire ça, à mettre 5 étoiles si ça vous plaît bien sûr et aussi à me suivre sur les différents réseaux sociaux. C'est une action gratuite mais qui m'aide grandement pour la suite. Allez, je vous souhaite de passer un bon épisode et moi je vous dis à la prochaine. Bonjour Timothée. Salut. Est-ce que tu vas bien déjà? Et ben moi ça va toujours bien. Alors Timothée, tu es skipper, tu es aussi étudiant. Pour ceux qui ne te connaissent pas sur le Havre, et peut-être d'ailleurs, est-ce que tu peux te présenter brièvement? Alors moi, donc je suis havrais, je suis né au Havre et la passion de la voile, elle m'est venue grâce à mon père depuis que je suis tout petit, puisque lui faisait du bateau. Et donc très vite, eh bien, je suis monté sur un bateau plutôt directement après ma naissance. Et ensuite, mes parents m'ont licencié au sport nautique et plaisance du Havre. Et donc, j'ai commencé par le circuit traditionnel de la Fédération française de voile, donc l'optimiste, les petits coqs de noix. Les Havrais, ils doivent connaître particulièrement bien ce bateau parce que la majorité des écoles primaires pratiquent l'optimiste au Havre. Et ensuite, j'ai intégré le pôle espoir pour aller chercher des médailles sur les championnats de France, sur les championnats d'Europe et des qualifications sur les championnats du monde. Et donc, moi, je fais toutes mes années de voile au Havre et j'étais étudiant au Havre jusqu'à l'IUT technique de commercialisation, donc jusqu'à Bac+2. Et là maintenant, je suis étudiant à Grenoble École de Management où on a un schéma un peu particulier parce qu'on est une classe de 100% de sportifs de haut niveau en programme grande école et on a cours entièrement distanciel, ce qui m'évite d'avoir la chance d'aller à Grenoble toute la semaine et de être au Havre au chaud et au soleil pour préparer le bateau. Très bien. Et est-ce que tu peux rappeler ton âge aussi, parce que par rapport à tout ce que tu fais? Alors moi j'ai 23 ans et donc voilà. C'est jeune et tu fais plein de choses, mais c'est bien. Alors c'est pas facile d'être étudiant, skipper, puisque skipper c'est assez large en fin de compte comme projet. On doit autant gérer la partie communication que la partie recherche de partenaires, que la partie relation avec les institutions, les écoles, ce qui tient beaucoup à cœur au projet. Gérer les budgets aussi, plus la partie technique qu'il y a le côté sportif. Donc c'est vrai que c'est assez intense, mais il y a pas mal de parallèles avec mes études. Sur une école de commerce, il y a quand même toute cette approche un peu business que moi j'aime beaucoup. Et donc ça reste faisable de faire les deux. Et je crois qu'en 2023, j'étais le seul skipper étudiant. Je ne sais pas comment ça va se passer en 2024, mais bon, c'est vrai que c'est pas tous les jours facile. Oui, je me doute. Ça fait des bonnes journées. Une bonne charge mentale. Ouais, exactement. Tu arrives à bien gérer tout ça Alors, la pression peut-être que tu peux avoir, penser à tout, etc. Ouais, moi j'ai la chance d'être quand même bien entouré d'une bonne équipe, que ce soit pour la partie communication avec Vincent Rustuel ou la partie relations partenaires, relations presse avec Guillaume Bayobé. Et ensuite, en termes scolarité, l'école elle est quand même bien investie dans le projet. Et donc ça permet de me libérer beaucoup. Cette année scolaire, moi j'ai 3 transats. J'ai eu la Transat Jacques Vabre en octobre. Là j'ai The Transat Lorient-New York fin avril et j'ai Québec-Saint-Malo fin juin. Donc c'est quand même une année assez nautique pour moi. Et l'année prochaine, du coup, j'aurai plus de temps pour rattraper le retard
que potentiellement j'aurais accumulé, mais en tout cas, ça se passe pour l'instant bien. Et cette année, il faut serrer un peu les dents, c'est une année particulière. Ouais. Mais bon, on s'amuse bien et ça, c'est bien. Ouais. Et je reviens sur tes débuts dans la voile. À quel moment, parce que tu t'es dit après à l'optimiste, on a dit bon, on va faire des choses, on va chercher des médailles, etc. Tu as toujours eu cet esprit un peu compétition. Pourquoi à un moment donné, tu t'es dit la voile, ça a pu être seulement un loisir, mais plus que ça? Moi, j'étais pas forcément trop course au large avant. J'ai fait une première Rolex Fastnet, qui est une des courses au large référentes dans la voile. C'est 5-6 jours en mer. Je l'ai faite, j'avais 17 ans. On a gagné, donc ça j'avais bien aimé, mais je trouvais ça particulièrement difficile d'avoir froid là en Irlande alors qu'on était au mois d'août, d'être trempé. Donc je partais pas forcément sur de la course au large. Après, quand j'ai fait la Transat Jacques Vabre 2021, avec tout l'engouement qu'il y a quand on est havré et de vraiment traverser l'Atlantique, là ça m'a un peu plus intéressé. Et là en 2023, quand on a vraiment créé le projet sur des bases solides et sur toute l'année où il y a du coup de la recherche et développement pour le bateau neuf qui sera construit et sortira fin novembre, quand il y a vraiment du travail sur la durée, en fait c'est super intéressant. Et du coup, effectivement, là, depuis je pense 2023, je suis un peu plus professionnel. Il y a eu ce passage-là du coup lorsqu'on a voulu monter ce projet de façon sérieuse et sur le long terme. Et avec les études, c'est quoi l'objectif une fois que les études finies? Là, il te reste combien de temps Alors moi, j'ai un peu de temps. Je suis étudiant jusqu'à 2027. Ouais. Et donc là, il y a un peu de chemin encore. Et il y a de l'eau qui va couler sous les ponts. Et le projet va jusqu'à la route du Rhum 2026. Okay. Et donc après, il me restera une année d'études. Là, pour l'instant, c'est difficile de se projeter aussi loin. On essaye déjà de bien faire ce pourquoi on est en train de le faire, mais par contre c'est sûr qu'il y aura une envie de continuer par la suite, mais ça on a encore un peu de temps avant de monter tout ça. Et quand on fait des traversées comme ça de l'Atlantique, c'est quoi l'étape d'après? Parce que je dirais c'est vraiment aller chercher des temps après, c'est toujours s'améliorer, je suppose. Ouais, il y a des records. Il y a des records qui sont possibles en voile. Le trophée Jules Verne qui se font par exemple sur des ultimes, sur les gros trimarans des mers. Et par contre, il y a une autre course quand même qui est le Saint Graal de la course au large, qui est le Vendée Globe. Et donc ça, c'est vraiment nos Jeux Olympiques à nous. Et donc c'est l'objectif de tout le monde. Par contre, c'est des budgets qui sont énormes, où il faut monter des équipes de 7 à 10 personnes. Voilà, c'est d'autres contraintes que le classe 40. Et donc pour l'instant, nous, on est très bien en classe 40 jusqu'à 2026. Mais effectivement, il y a toujours une suite qui est possible. Ouais. Et là, en classe 40, c'est un bateau où tu es toujours à deux ou tu peux être tout seul? Alors, le classe 40, à la base, c'est un bateau qui a été construit pour faire du solitaire. Il y a déjà, je crois, 15-18 ans, là. Et du coup, c'est vrai que tout est accessible ici à l'arrière du bateau. Maintenant, depuis 2 ans, on a fait des avants ronds sur le bateau qu'on appelle des SCO, ce qui fait qu'ils sont beaucoup plus puissants et qu'ils vont beaucoup plus vite et que ça tape beaucoup plus fort. Enfin bref, c'est vachement plus difficile. Ouais. Et c'est vrai que le solitaire, ça devient vraiment difficile sur ces bateaux-là. C'est pas plus difficile que de faire un Vendée Globe en IMOCA en solitaire, évidemment, mais n'empêche que pour apprendre, on apprend assez vite dans le bain. Maintenant, moi, je vais faire mes premiers bords en solitaire sur The Transat pour préparer la route du Rhum, parce que la route du Rhum, c'est en solitaire. C'est Saint-Malo, Guadeloupe. Et donc là, je vais faire mes premiers bords. Par contre, la Transat Jacques Vabre, là, c'est en double, et donc c'est tous les 2 ans. La route du Rhum, c'est tous les 4 ans. Et donc, quasiment tous les ans, on a une transat, donc ça, c'est super intéressant. Et il y a une course en équipage, c'est Québec-Saint-Malo, qui a lieu fin juin, à laquelle je vais participer d'ailleurs avec Pierrick, mon co-skipper de la Jacques Vabre, et une troisième personne qu'on présentera bientôt. Et du coup, il y a un peu d'équipage, beaucoup de doubles, et principalement du solitaire. Et quand tu es seul, petite question un peu mentale, etc., le fait de partir tout seul comme ça en mer, est-ce que tu as eu une appréhension au début comment ça se passe dans la tête quand on est tout seul en mer? Je ne l'ai pas encore vécu, parce que moi je n'ai pas fait de solitaire
j'ai jamais fait. Par contre, je vais vivre ma qualification. Là, il faut que je fasse une qualification pour The Transat qui va durer 5-6 jours en solitaire en mode course. Et donc normalement, je devais partir ce vendredi-là. En fin de compte, il y a un peu de vent encore. J'ai encore envie de fiabiliser un peu le bateau 2-3 jours de plus. Donc je vais partir lundi. Et donc il y aura certainement un peu d'appréhension parce que ce sera la première. Maintenant, c'est une qualification, donc je suis pas là pour casser le bateau à 3 semaines du grand départ. Pareil pour The Transat, c'est une course où l'objectif c'est vraiment pour moi de la terminer parce que c'est qualificatif pour la route du Rhum. Et donc il faut terminer la course et que j'ai pas les mêmes armes que ceux qui font du classe 40 depuis 8 ans, 10 ans. Voilà, ce serait mentir de dire que c'est possible, même si je suis pas là pour sucrer les fraises. Mais en tout cas, voilà. Donc tout ça, je vais l'apprendre là sur le moment. Et après, comme j'ai déjà fait 2 Transat Jacques Vabre, je connais quand même un peu, entre guillemets, le fonctionnement du bazar. Et puis la vie aussi, voilà, et la vie bateau, dessus. Et donc je suis pas forcément le plus inquiet sur le sujet. En tout cas, moi ça va bien, parce que je m'organise depuis très longtemps pour cette course. Et donc pour faire en sorte de ne rien oublier, quoi. Parce que du coup je gère tout seul et sur la partie technique. Et donc c'est vrai que ça demande du temps, quoi. Et du coup, tu n'as pas une préparation spécifique, justement, comme ça, quand tu pars tout seul ou à deux pendant de longues périodes en mer, tu n'as pas une période, je sais pas, de préparation psychologique ou à travailler un petit peu sur ce qui va se passer? Alors là, en amont, pour améliorer l'axe performance, on a mis en place des actions. Une action avec, un travail avec un professionnel du sommeil qui est situé à Dunkerque. Et donc là, moi, on va pouvoir avoir des données chiffrées sur le temps que je dors en moyenne, le temps que je mets pour éteindre le réveil, donc à me réveiller. Enfin voilà, il va y avoir plein de données hyper intéressantes. On a mis le travail aussi avec une nutritionniste, qui est la nutritionniste du Hack Food d'ailleurs, où là, je pense que l'apport en énergie est un vrai sujet en voile. Et donc là, on travaille dessus. Et le troisième axe, c'est côté musculation. Et donc, je sais que ça ne se voit pas, mais je fais pas mal de sport en ce moment. Parce qu'évidemment, classe 40, c'est quand même assez physique pour monter la voile à 18 mètres de haut, border. Enfin, ça tire un peu, même pour le dos. Et donc, c'est important d'être vraiment, je pense, en bonne condition physique. Et donc là, on a mis de la préparation physique, au moins 2 à 3 fois par semaine, plus de la boxe pour un petit côté plaisir et à la mode du moment. Oui, c'est ça. Et comment ça s'organise la vie à bord quand on part comme ça? Est-ce que chacun a son rythme? Vous partez à deux, vous avez chacun vos tâches bien définies? Alors, et c'est réglé comme une horloge ou... Je pense que ce qu'on a bien fait avec Pierrick, c'est qu'on s'est entraîné toute l'année. Et donc on a vu que lui était plus à l'aise sur tel créneau de sommeil. Moi, je pouvais peut-être tenir un peu plus longtemps ou pas. Voilà, donc on a vu des tâches aussi sur lesquelles on était plus en facilité. Lui un peu plus sur la météo, moi un peu plus à la barre et au réglage de voile, donc sur la vitesse. Et donc ça, du coup, ça se coordonne super bien et on était super complémentaires sur cette partie-là. Maintenant, en solitaire, il faut savoir tout faire. Et donc, en plus d'une quatrième action, j'ai oublié d'en parler sur la performance, c'est des cours de météo. Moi, j'ai pas fait énormément de cours de météo. Et donc là, depuis plusieurs semaines, je travaille sur les différents modèles météo, ce qui est possible de faire. On a l'utilisation des logiciels à bord, parce qu'on a quand même pas mal d'électronique à bord des classes 40. Et donc, tout savoir manipuler efficacement, ça prend du temps. Donc voilà. Et tout ça, c'est tout le travail qu'on mène. C'est pas juste sur cette année 2024, c'est 2024, 2025 jusqu'à 2026, parce que je pense qu'il faut la faire durer moi, je veux des données sur les 3 ans et qu'on puisse avoir une vraie base et un vrai travail chiffré à la fin de cette belle période. Et tu l'as évoqué tout à l'heure, là on est sur un premier bateau, mais il y a un bateau qui va être en construction ou qui est en Exactement. construction. Alors il va être en construction, la première feuille du bateau est pas encore posée. C'est le même non, c'est un autre architecte. Le bateau, moi j'ai fait le choix, j'ai passé mon mois de décembre, janvier, février sur la préparation de ce bateau neuf, avec la rencontre des différents architectes. Et une fois que j'ai rencontré différents architectes, j'ai rencontré les différents chantiers européens et que des architectes français par contre. Et donc moi j'ai fait le choix de rester sur du Made in France. Si possible, on mettra même un peu de Made in Normandie. Et du coup, il va sortir à la Trinité, le bateau. Il sortira fin novembre, au mieux. Donc, avec si un peu de retard, ça pourrait être mi-décembre, un beau cadeau de Noël. Et donc, moi, c'est ma première construction de bateau neuf. Il me faut un bateau qui soit fiable, qui puisse être polyvalent, parce qu'en fin de compte, là, sur une Transat Jacques Vabre ou sur une saison entière, eh bien, on a
plein de conditions variées. On n'a pas des conditions plus particulières que d'autres. Oui, en plus, elle n'est pas destinée à une seule course. Voilà, c'est destiné à 2 ans, à 2 années. Et donc moi, j'ai pris un chantier français à la Trinité, qui est un chantier vraiment bien réputé pour sortir des bateaux de très bonne qualité. Et donc moi, ça me met en confiance, parce que la priorité numéro 1, c'est quand même de finir la course. On a énormément de casse sur ces bateaux-là qui sont de moins en moins solides. Et du coup, remettre un peu d'aspect là-dessus, je pense que ça peut faire un peu la différence. Et puis après, le sortir au moment en fin 2024, c'est un choix, parce que ça me laisse toute la période hivernale, plus l'année 2024 pour le fiabiliser vraiment. Là, moi, je mets aussi un travail avec un performeur, c'est-à-dire qu'un analyse de données qui va analyser toutes les données du bateau, le vent, la vitesse, la direction, comment il dérape et tout. Donc, on va faire tout ce travail-là sur la période hivernale pour vraiment construire au mieux la vitesse du bateau et ses réglages, quoi. Donc ouais, j'ai vraiment hâte de commencer tout ce travail. Alors, peut-être qu'en janvier, on ne sera pas s'entraîner au Havre parce que c'est particulièrement difficile quand même, malgré cette magnifique ville. Mais on s'entraînera peut-être à Cascais, pourquoi pas, un peu plus dans le sud en tout cas. Le lieu n'est pas défini. Mais pour vraiment passer du temps sur l'eau, ce qu'il va falloir en passer pour calibrer l'électronique. Voilà, donc là, ça se profite bien. Donc il y a eu beaucoup de boulot. Maintenant, je me concentre beaucoup énormément sur cette course, sur ma première solitaire qui est super importante pour moi. Et puis je reprendrai le travail sur le bateau neuf fin mai pour repréparer les nouveaux choix un petit peu. Mais il n'y aura pas forcément de choses extravagantes parce que il y a plein de choses qui marchent bien et je pense qu'on peut encore pousser dans ces choses qui marchent bien et que c'est mon premier bateau. Maintenant, je pense qu'il va être très beau. Ouais. Quand même. T'as confiance Ouais, moi je suis plutôt confiant parce que il sera écoulé un an et demi de préparation pour ce bateau neuf, avec des choix, des échanges, des rencontres, enfin tout ce que j'aime aussi avec ce projet. Donc ça peut m'arriver de me tromper, mais là je me suis énormément renseigné et je suis plutôt confiant sur mon choix. Et puis surtout ce qui va la vraie différence, il y a certes le bateau, mais c'est aussi le bonhomme à bord. Et donc il va falloir passer du temps sur l'eau parce que sinon ça ne sert à rien de mettre autant d'énergie dans un bateau neuf. Donc voilà pourquoi je veux qu'il sorte tôt aussi. Et j'ai pas encore choisi le nom du bateau, ça en a encore le temps, ni la déco d'ailleurs, mais on révélera tout ça, je pense en octobre ou novembre, avant sa mise à l'eau à la Trinité. Très bien. Est-ce que dans la voile, tu as quelqu'un qui t'inspire, quelqu'un dont tu aimerais bien suivre les traces Alors, au Havre, on a de grands skippers quand même. Alors évidemment, on a eu Paul Vatine et on a actuellement Charlie Dalin, qui est quand même l'un des favoris pour le Vendée Globe, qui termine 2e au Vendée Globe 2020, qui est havré de naissance et qui là est sur l'IMOCA Massif, anciennement à Pivia. Et donc Charlie, c'est quelqu'un je trouve super impressionnant parce que on a des profils assez différents. Moi, je suis en école de commerce, lui, il a fait une école d'architecte naval. Donc c'est plus sur la partie technique, là où moi, du coup, je mets plus de temps à savoir comment construire le bateau neuf. Mais par contre, c'est quelqu'un qui inspire quand même le respect par sa ténacité et la rigueur extrême dont il fait preuve dans chaque jour. Donc et l'équipe aussi qui s'est construite. Donc ça m'impressionne beaucoup. Et ensuite, au Havre, on a d'autres stars quand même, peut-être un peu moins connus, mais on a quand même Cédric Château, qui fait un travail monumental à la Ligue de voile de Normandie pour former des jeunes. Moi, c'était mon coach avant. Et donc là, il navigue sur le 1340 sur le Strancy Frigo avec Guillaume Pirouel, qui est aussi d'ailleurs un vrai Guillaume, qui était ancien skipper région Normandie et qui est du SNPH d'ailleurs, du même club. Et donc avec qui on partage énormément de données et d'infos. D'ailleurs, on s'entraîne ensemble. Donc ça, voilà. Et puis après, il y a toutes les stars qu'on connaît et ou qu'on a connues, comme Éric Tabarly, comme Michel Desjoyaux. François Gabard aussi, qui est super inspirant et pour sa partie autant management que côté sportif. Il a créé une super entité qui s'appelle Mer Concept avec, je crois que ce soit 70 salariés. Donc ça commence à être une sacrée entreprise où ils vont même travailler sur du cargo à voile. Enfin, ça part dans un sacré éventail, mais voilà. Donc en voile, il se passe beaucoup de choses, il y a beaucoup de profils différents. Et de toute façon, un skipper doit avoir un éventail de qualité assez varié, mais effectivement, il y en a plein qui sont assez impressionnants.
Ouais, comme tu le dis, c'est vrai que la voile, ça fait partie des rares sports où tu as quand même pas mal de choses autour. C'est Ouais. pas que tu montes sur ton bateau, tu pars et puis voilà, il y a vraiment beaucoup de choses à prendre en compte à l'extérieur, à gérer. La voile, je pense que c'est l'un des seuls sports où terminer la course, c'est un défi. Parce qu'en fin de compte, on a très peu de sports où terminer une épreuve, c'est dur. Et la voile, traverser l'Atlantique, c'est toujours aussi dur là. Peut-être un peu moins quand même, mais qui a 100 ans, quoi. Et donc surtout sur les bateaux de course, où ça envoie un peu. Et donc ouais, c'est particulièrement difficile. Et moi, là, depuis un mois et demi, à force de tout gérer, j'ai appris énormément. Alors, je suis un peu sous l'eau quand même de temps en temps, mais bon, ça se comprend aussi. Et mais c'est un sport qui est un sport d'expérience. Et donc, il faut passer du temps sur l'eau, du temps à terre aussi pour trouver des partenaires. Parce que si on n'a pas de bons partenaires qui nous suivent, on ne peut pas bouger du port. Et donc ça prend du temps et c'est de la formation. Donc tu vois, contrairement au foot où à 30 ans on estime que ça se rapproche de la fin, là en voile à 60 ans ils nous mettent toujours la misère. Hein. Ouais. donc c'est assez impressionnant, quoi. Donc ouais, c'est cool. Ouais, 60 ans, c'est l'âge le plus vieux dans les skippers. Bon alors non, c'est pas le plus vieux. Des fois il y a plus vieux, mais ça. Mais déjà 60 ans, ça partir en mer, ça commence à tirer un peu, quoi. Après déjà une cinquantaine, quand ils commencent à avoir une cinquantaine, ils tiennent bien aussi. Enfin, il n'y a pas d'âge en voile, hein. Mais ils ont une telle expérience que c'est assez impressionnant. Ouais. Tu parlais aussi au début de ton père qui était dans la voile, enfin qui faisait de la voile. Parce que j'ai cru comprendre, c'est ça qui t'a donné aussi, t'as baigné un peu dedans. Est-ce que tes proches te soutiennent dans ton aventure et comment ils te soutiennent? Ouais, alors moi ce projet, je l'ai créé sur 3 axes. Un côté la performance, un côté le côté environnemental et le troisième côté le côté social. Social, c'est plutôt tout ce qui est relations. Donc moi j'ai à cœur de partager à fond le projet. Donc évidemment mon père, il vient de temps en temps naviguer avec moi. Ça commence à être un bateau un peu dur, un peu physique, mais il aime beaucoup quand même et il m'aide beaucoup à bricoler et j'apprends toujours de ses enseignements. Et après, là, moi, ma mère m'aide aussi beaucoup plus pour la partie préparation de nourriture, matériel de sécurité. Enfin, voilà, on est quand même déjà assez bien organisé. Puis après, on partage énormément aux écoles, au club de voile. Voilà, aux écoles, je crois que c'est 500 élèves en 2023, donc c'est quand même un sacré chiffre. On essaie de partager au maximum aux jeunes des écoles de voile pour montrer qu'il y a une suite et que ça peut pousser. Et après, les associations, on essaie de ne pas être que au Havre, on essaie d'être en Normandie ou à Paris, enfin en France en général, ou à chaque endroit où on se déplace. Par exemple, quand on est arrivé à l'arrivée de la Transat Jacques Vabre, on a rencontré des associations et des écoles en Martinique. Là, c'est ce qu'on va faire aussi à Lorient, à New York, à Québec et à Saint-Malo. Voilà, parce que c'est l'ADN du projet, c'est vraiment le côté humain et de partager au maximum et de rencontrer. Et alors, il y a des questions qui peuvent être assez répétitives, comme si je tombe à l'eau, est-ce que je meurs, tu vois. Il y a des questions des fois un peu morbides, mais c'est super sympa de partager tout ça et de pouvoir répondre. Et moi, j'aurais bien aimé qu'il y ait plus ça quand j'étais enfant. D'ailleurs, pour répondre à cette question, vous êtes attaché, non? Il n'y a pas un... Non, vous n'êtes pas attaché. On est attaché. Ouais. On a le gilet et on a la sangle là, pour se crocheter aux lignes de vie qui sont là. D'accord, ok. Ça peut permettre de répondre à la question, tu vois. Et moi, j'ai répondu à cette question. Bête, hein. Mais déjà, c'est comment tu fais, vu qu'il n'y a pas de douche pour te doucher, comment tu fais pour manger, tu fais pour dormir. Voilà, il y a quand même pas mal de trucs, mais... C'est vrai qu'on voit que c'est assez... ouais, c'est spartiate. C'est très spartiate. C'est-à-dire qu'on a oublié le confort, mais n'empêche que voilà, il m'a fallu un peu de temps pour m'adapter à ce peu de confort, mais c'est toujours maintenant, sympa. c'est bon. Bon, je ne sais pas si c'est bon encore, mais en tout cas, ça va vers la bonne voie. Ouais. On avait une année 2023 où à chaque course, il y a eu du vent. Donc à chaque course, avec Pierrick, on en a bien chié. Et donc là, je suis prêt pour ma première Transat en solo et pour souffrir un peu. Alors j'avoue que s'il fait aussi froid là et qu'il y a autant de vent, je vais ressortir, je serai arrivé à New York, je crois que j'aurai envie de faire une pause. Mais bon, après, il faut passer par des régates dures pour se former, il faut être dans la difficulté parce que sinon, je ne serais pas prêt. Donc je préfère souffrir maintenant. Oui. Et puis après me dire, c'est bon, je l'ai fait, cocher cette case et banco. T'as raison. Est-ce que quand tu étais jeune, tout petit, tu avais un rêve pour le futur? Est-ce que tu te voyais faire quelque chose en particulier? Est-ce que tu te voyais déjà dire, tiens, un jour je vais être skipper, etc.
Je te parle avant de commencer la voile. Alors avant de commencer, Ouais, comme je j'ai sais qu'elle commencé leur fait assez comment- tôt, mais Ah par oui. contre, moi j'ai toujours voulu faire les Jeux Olympiques. D'accord. Et quand j'avais le choix à un moment de partir soit sur une préparation olympique, soit sur d'autres supports, je savais pas trop si la voile ça allait rester aux Jeux Olympiques longtemps. Et voilà, mais moi les Jeux c'est ce qui m'a toujours fait rêver. Et donc je vais pas les vivre là en tant que sportif. Par contre, j'ai des amis qui vont y participer en voile ou d'autres sports. Donc je vais bien pouvoir suivre tout ça. Je serai aussi porte-flamme. Alors j'ai plus le lieu et la date exacte, mais en tout cas porter la flamme olympique. Alors je serai certainement au Havre, mais Oh, génial, ça, donc félicitations. ça va être super top et ça permet de s'intégrer aussi même quand on ne participe pas. Et donc j'ai vraiment hâte de voir les Jeux Olympiques. Mais bon, sinon à côté de ça, moi ce qui me fait beaucoup rêver aussi, c'est les bateaux à foil qui volent, qui vont vite, parce que c'est assez impressionnant. Et donc ça revient directement quand même à un tour du monde en bateau rapide, en IMOCA par exemple. Mais là, c'est des budgets qui sont pour l'instant, pour moi, difficiles d'atteinte. Et donc je m'amuse déjà très bien en classe 40, je fais mes armes en classe 40 et puis on verra pour la suite. Je vais te poser une question que je pose régulièrement à mes invités, Ouais. qui est sur le thème du podcast. Pour toi, c'est quoi ta plus belle réussite à aujourd'hui? Ta plus belle ou ta plus grande réussite? Ma plus grande réussite, c'est d'avoir créé ce projet pour l'instant, parce qu'il se déroule exactement comme je l'avais en tête, avec les actions comme je le voulais, avec la construction d'un bateau, voilà, tout le planning arrive à être respecté et avec des partenaires qui suivent énormément l'aventure. Alors Zeiss c'est dans l'optique de précision, donc on arrive à faire intégrer les équipes pour scanner le bateau, voir les imperfections, pouvoir améliorer. Enfin voilà, il y a un vrai travail et puis partager avec eux c'est super top. Et WeSaking sont dans le recyclage. Et donc par exemple l'électronique qui est HS, les panneaux solaires et tout, on peut l'envoyer à recycler. Donc ça rejoint aussi le côté social et environnemental du projet. Donc ça c'est top. Et puis on a d'autres aussi petits partenaires sur la formation, sur la sécurité avec Logi Concept, sur l'association française pour les risques naturels et technologiques, la FPCNT, qui est quand même un sujet assez important quand même en voile. Les tempêtes, enfin tous les risques naturels et technologiques. On connaît bien aussi les risques technologiques au Havre, le site Céveso, bref. Et donc tous ces partenaires, on leur fait vivre aussi énormément l'aventure. Et donc moi ce projet, j'en suis vraiment fier parce que ça va vraiment dans la bonne direction. Et on n'a jamais envie que ça s'arrête aussi quand on a un projet comme celui-là. Tu vois, quand je vais prendre une bière avec des amis WAV et je croise du monde et qui me disent le projet il est incroyable, on adore le suivre, c'est trop top. Moi je suis fier de pouvoir porter le projet de la Team Zeiss à travers l'Atlantique. Maintenant la médaille où je m'en souviendrai toute ma vie, c'est quand même ma première médaille sur un championnat de France, c'était en optimiste en 2014 à Quiberon. Et donc là, je finis deuxième de ce championnat de France. Super content parce que avoir une médaille sur un championnat de France, ça n'arrive pas tous les jours. Et c'était ma première et donc il y avait mes parents qui sont venus pour la remise des prix, donc ils ont fait un tour Le Havre, Quiberon et tout. Donc j'avais adoré, c'était un super moment et c'est plutôt ça le petit boost de carrière qui m'a fait dire ok, là maintenant moi j'y vais pour chercher les médailles et j'y vais pour jouer aux avant-postes quoi. Et donc ça c'est le petit coup de boost. Et après la médaille que je regarde un peu tous les soirs, c'est la médaille mon titre de champion d'Europe en 2021. Et donc là c'était en Italie. Et donc ça je me rappelle avoir été bien content. C'était du duel en plus, donc assez dur mentalement et physiquement. Et donc il y avait beaucoup de pression sur les épaules. Et la finale, on était à 2-1 et c'était en 3 points gagnants. Et on arrive à passer devant au dernier bord et tout. Donc c'était une grande joie aussi collective. Donc ces trois moments-là, ces deux médailles-là et ce projet-là qui me rendent très fier du projet. Et maintenant, il y a encore beaucoup de routes. J'ai que 23 ans, donc je veux pas que ça s'arrête là. Mais en tout cas, là, je suis content. Et de pouvoir être étudiant à côté, ça aussi, ça me tient particulièrement à cœur. Pas que ça s'éternise quand même jusqu'à 2042, ouais. mais en tout cas, dès que j'aurai validé déjà un bac plus 5 en 2027, ça aura déjà été un bon job sur la partie scolarité, moi qui n'est pas le meilleur étudiant du monde, enfin en tout cas le plus assidu quoi. Ouais, et tu l'as dit, tu as 23 ans, d'où se vient cette facilité d'expression? Enfin, tu parles très bien, tu t'exprimes très bien, ça a toujours été comme ça ou? Alors non, j'étais très timide quand j'étais petit.
Et j'aimais pas trop parler en public et ça me saoulait un peu d'ailleurs. Et je me suis un peu dévoilé, c'est sur la Jacques Vabre 2021, où là, on a eu tellement de médiatisation d'un coup qu'à un moment, il a fallu parler un peu. Donc là, il a fallu se lancer et ça a été plutôt bien pris par la presse et les personnes qui nous suivent. Et donc là, après, ça s'est lancé et à force d'expliquer le projet, je commence à maîtriser plutôt bien mon texte. Et donc ça, c'est bien, ouais. Mais après, j'ai une équipe qui m'aide beaucoup aussi dans les vidéos qu'on publie, tout. Il y a du vent, là, hein. Ça souffle, c'est vrai qu'on ne voit pas en vidéo, je pense qu'on voit rien du tout. Mais ça souffle beaucoup. J'ai éteint l'électronique, mais... Ah, un peu de vent, là. Il n'y a pas de risque pour le bateau, là? Non, on est protégé, là. Bon, nickel. Est-ce que tu auras un conseil pour des jeunes, alors pas forcément des jeunes qui font de la voile, peut-être en général, des jeunes qui ont des projets en tête, qui ont envie de faire des choses. Est-ce que toi, tu auras un message à faire passer qui peut leur permettre de peut-être passer un peu plus vite à l'action ou de persévérer? Alors, c'est un peu vieux jeu de dire ça, mais tu vois, je pense que c'est hyper important de bien s'entourer de personnes avec qui on peut travailler sur la durée et avec qui on peut avoir confiance totalement. Et ça te permet de te reposer un peu sur leurs épaules pour que toi, du coup, tu puisses te concentrer sur d'autres aspects. Et donc, c'est important de bien s'entourer et puis d'y aller, quoi. D'aller au front et pas hésiter à y aller assez jeune. Et moi, je me rappelle que pour rechercher des partenaires, j'ai commencé, j'avais 16 ans. Et il s'est peut-être écoulé 1 an avant que je trouve le premier. Puis une fois que j'ai trouvé le premier, je trouve le deuxième. Puis après le deuxième, le troisième. Et puis là, maintenant, j'en suis à avoir d'autres partenaires encore plus gros et toujours avoir des relations avec mes premiers partenaires. Et donc ça, c'est top, quoi. Donc c'est vraiment foncer au front et dès qu'on peut réussir à bien s'entourer, quoi. Super. Timothée, où est-ce qu'on peut te retrouver si les gens ils veulent suivre un peu tes aventures sur la construction du bateau, sur toutes les épreuves que tu vas faire? Où est-ce qu'ils peuvent te suivre? Alors nous, on est présents sur les réseaux sociaux, donc Instagram, TikTok, LinkedIn, YouTube, Facebook, les 5. Et puis après, le mieux, c'est de se retrouver sur la zone des clubs de voile au Havre, de se prendre un café ou une bonne blonde. Et c'est vachement plus sympa que regarder une simple vidéo YouTube, c'est de se rencontrer directement. Bon, de toute façon, je mettrai toutes tes réseaux en description. Et puis les gens qui veulent te rencontrer, n'hésitez pas, je pense qu'ils peuvent vite te rencontrer ici sur le Havre. On est assez présent au Havre. Là, on va enchaîner avec 2 transats, mais je reviens très régulièrement au club. Et là, j'étais là toute la période hivernale, donc c'est super sympa. Et puis après, il suffit d'envoyer un petit message sur Instagram. Oui, tu restes accessible. C'est super important. C'est super important. J'ai une dernière question, Timothée. Est-ce que tu penserais à quelqu'un pour un prochain épisode des Artisans de la réussite, quelqu'un qui, pour toi, incarne la réussite ou a quelque chose à partager sur la réussite? Amina Zidani. La boxeuse. Très bien. Ça va faire les jeux. Et en plus, j'espère qu'Amina, t'as intérêt à avoir une médaille. Hein. Ah bah, on espère tous. On espère tous qu'il y ait une médaille qui revienne ici. Timothée, je te remercie. En plus, on a enregistré là sur ton bateau, donc c'est cool. Ça change des endroits fermés. Là, on est en plein air. On a un peu plus d'air là. Pas eu le mal de mer. Pourtant, ça tangue un peu. Ça va. Ça s'est bien passé. Écoute, je te remercie encore, Timothée. Moi, je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode des Artisans de la réussite. Et n'oubliez pas, nous avons chacun notre propre vision de celle-ci.